Madame Cohen, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je remercie d'abord Madame Simoun de m'avoir, et le Collège Belgique, de m'avoir accordé le privilège d'introduire cette séance. Et je remercie en particulier Madame Boel et le Fonds Yvonne Boel pour l'aide toujours très généreuse qu'elle accorde à la recherche médicale. Je tiens aussi à remercier personnellement Madame Boel pour son soutien en dehors du Fonds Yvonne Boel à la recherche médicale, et je dois aussi mentionner son support en dehors de toute aide matérielle aux soins de santé, et je m'en souviendrai toujours. J'ai introduit aussi Madame Dominique Bron. Madame Bron est professeure d'hématologie à l'Université libre de Bruxelles. Elle est chef de service en hématologie à l'Institut Bordet et à l'hôpital Erasme. Il faut dire que l'hématologie est une discipline à la fois passionnante, mais aussi parfois terrible. L'hématologie est à la source de progrès importants dans le domaine de la biologie et de la thérapie des maladies cancéreuses. Et parmi ces thérapies importantes, il y a eu le premier traitement ciblé d'une maladie hématologique, qui est le Glivec, nimatinib, qui a été mis en route pour le traitement de ces patients il y a maintenant déjà 17 ans. Madame Bron est une spécialiste des maladies malignes du sang, c'est-à-dire des leucémies aiguës et chroniques, des lymphomes et des myélomes. Elle a aussi développé un intérêt dans les maladies hématologiques malignes des patients âgés, et elle s'est forgée dans ces domaines une réputation internationale. Je dois aussi dire, et il faut épingler ici la riche personnalité de Madame Bron, qui a largement contribué à la bonne entente entre les spécialistes en hématologie belges, ce qui est tout au bénéfice de nos patients. Je laisse la parole à Madame Bron. Merci Monsieur Ferrand pour cette gentille introduction. Et Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs mes collègues, chers amis, donc je suis très honorée d'avoir été invitée pour cette séance par le Collège Belgique, et donc je vais commencer à l'envers par les remerciements, puisque c'est aussi, comme vous l'avez entendu, la Fondation Yvonne Boel qui fait partie des organisateurs de cette séance, que je dois remercier puisqu'elle fait partie de nos généreux donateurs. Vous allez voir une partie des travaux qui sont réalisés grâce à ces fonds. Mais la recherche contre le cancer, c'est malheureusement un combat quotidien pour récolter des fonds. Et surtout, comme vous l'avez entendu, je travaille dans un hôpital public. Les hôpitaux publics font une médecine de qualité, mais n'ont pas de budget pour la recherche. Et donc, je remercie le Fonds Ariane, qui est un fonds qui attribue spécifiquement ces récoltes de fonds pour notre service, la Fondation contre le cancer, le FNRS et le Téléville, bien sûr, qui sont les grands sponsors de notre laboratoire, les amis de l'Institut Bordet, l'Académie de médecine, la Société belge d'hématologie et bien sûr mon université. Alors, vous êtes ici intéressés par les nouveaux traitements du cancer. Est-ce qu'ils sont plus efficaces et moins toxiques? Et j'espère qu'à la fin de cette séance, vous aurez la réponse. Mais en tout cas, le cancer est un défi pour les oncologues et les oncohématologues de demain, parce qu'on estime qu'environ une personne sur deux demain sera touchée par le cancer. Les maladies cardiovasculaires reculent, les maladies infectieuses ne tuent plus. Et donc, c'est malheureusement le cancer qui a pris la place. Et heureusement, beaucoup de personnes ne vont plus mourir du cancer. Vous avez ici les derniers chiffres du registre belge contre le cancer. Donc, on est à près de 60 000 nouveaux cas par an. 10% sont des cancers hématologiques, comme vous l'a dit le professeur Ferrand. Donc, c'est surtout des cancers hématologiques que je m'occupe, et donc je vais centrer mon exposé sur les progrès dans les tumeurs hématologiques. Mais donc, vous avez en tête une parade des cancers pour l'homme, la prostate, le poumon, le côlon, pour la femme,
le cancer du sein, du côlon et le poumon. Les maladies hématologiques viennent vers la 6e, 7e position, mais ce sont les maladies pour lesquelles on est le plus fier, puisque ce sont des pathologies où le taux de guérison ne cesse d'augmenter. Alors vous avez peut-être vécu cet épisode où Jimmy Carter annonce qu'il a un cancer, mais un an plus tard, alors qu'on venait de lui diagnostiquer un mélanome généralisé, je ne sais pas si vous avez tout entendu, le son n'était pas suffisamment fort, mais il avait des métastases hépatiques et cérébrales au moment du diagnostic. Pour ceux d'entre vous qui sont dans le domaine, l'espérance de vie de patients comme ça ne dépasse pas 6 mois. Et un an plus tard, donc, Jimmy Carter annonce qu'il est en rémission complète de son mélanome. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant cette année. Il a bénéficié d'un tout nouveau traitement. Alors ça, c'est l'agenda de ce que je vais balayer avec vous, parce qu'il y a un petit peu de confusion dans les termes entre déjà thérapie ciblée et médecine personnalisée. Donc je vais vous expliquer que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et avant de vous parler des nouveaux traitements du cancer, je dois bien sûr vous expliquer ce qu'on sait aujourd'hui du cancer, c'est quoi une cellule cancéreuse, comment une cellule devient-elle cancéreuse et pourquoi notre organisme n'est pas capable d'éliminer cette cellule qui devient cancéreuse. Donc quels sont nos mécanismes de défense et pourquoi sont-ils dépassés par certaines situations tumorales. Et puis dans la dernière partie, donc, je vais vous montrer les révolutions dans le domaine du cancer. Vous allez voir que la chimiothérapie, la radiothérapie reculent à grands pas. Et je vous donnerai un exemple de traitement ciblé, un exemple de traitement personnalisé et plusieurs exemples d'immunothérapie. C'est vraiment le domaine qui est en train de révolutionner l'approche des patients cancéreux. Alors la différence entre un traitement ciblé et un traitement personnalisé, je vais essayer de vous l'expliquer en termes tout à fait infantiles. Donc vous savez que la chimiothérapie, elle a les défauts justement de ne pas être ciblée, puisque pour tuer les populations malades, elle fait beaucoup de dégâts collatéraux, elle abîme les populations normales. Et c'est exactement la même chose pour la radiothérapie. Le but d'un traitement ciblé, c'est de toucher la cellule tumorale malade sans faire de dégâts collatéraux. Le traitement personnalisé, c'est un traitement ciblé qui va un peu plus loin. Je vais donner des exemples. On sait aujourd'hui que tous les cancers sont liés à l'accident génétique. Cet accident génétique, si vous reconnaissez les vis de l'ADN, entraîne une cassure, une mutation dans cette hélice de l'ADN. Et donc, en général, il y a une rupture. La cellule ne fonctionne plus, en tout cas elle ne synthétise plus normalement ses protéines, elle peut devenir immortelle, elle peut se mettre à proliférer, mais cette cassure peut se faire à différents endroits. Donc la même maladie peut être liée à des cassures à différents endroits. Et donc de la même façon que chaque homme, même s'il a la même pointure, a des chaussures différentes, que chaque cycliste va avoir un maillot et un casque différent, vous avez pour la même maladie parfois 100 possibilités différentes. Et je vais vous expliquer comment aujourd'hui on approche certaines maladies par des traitements ciblés et personnalisés. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du cancer? C'est impressionnant la quantité d'informations. En tout cas, je peux vous dire que dans mes cours, il y a 30 ans, on ne connaissait rien de la cellule cancéreuse. Et on traitait le cancer un peu comme on a traité la tuberculose avant de comprendre ce qu'on faisait et en faisant beaucoup de dégâts collatéraux. Aujourd'hui, on a appris que, voilà, par exemple, un patient, comme moi j'en vois tous les jours, qui se présente avec une adénopathie tout à fait pathologique. Cette adénopathie correspond bien sûr à une augmentation du volume de ces ganglions cervicaux. Si vous regardez au microscope, vous allez voir que les cellules dans ce ganglion sont en division. Et donc vous voyez, s'il y en a parmi vous qui ont fait un peu de microscope dans leur vie, vous voyez que ce sont des cellules qui ont 2 noyaux. Donc pour vous, ça veut dire que ce sont des cellules en division. Donc ce sont des cellules très prolifératives. Et on sait aujourd'hui que si ces cellules prolifèrent sans qu'on leur demande, c'est parce qu'il y a des anomalies au niveau de leurs chromosomes. On a 23 paires de chromosomes
Et il y a des anomalies dans tous les cancers aujourd'hui. On retrouve des anomalies génétiques. Parfois, ce sont des anomalies très grossières de cassure de chromosomes qui se voient en analyse cytogénétique, mais parfois, ce sont des anomalies plus fines. Donc, si vous voyez ici notre karyotype normal, qui peut être XY ou XX selon que vous êtes un homme ou une femme, eh bien, dans les cancers, on peut voir toutes les monstruosités possibles. On peut voir des anomalies en nombre, on peut voir des anomalies en structure, on peut voir des pertes de chromosomes, on peut voir des mutations, on peut voir des translocations. Et donc, le nombre d'anomalies génétiques qui sont décrites aujourd'hui sont phénoménales, mais on va plus loin, parce que parfois certaines cellules, on analyse leur karyotype est normal, mais on sait qu'il y a un accident génétique derrière, et donc on peut aller plus loin. Si vous savez que dans le noyau de nos cellules, on a tout notre patrimoine qui peut s'analyser par les chromosomes, en fait les chromosomes sont le reflet de notre patrimoine génétique, et notre patrimoine génétique, c'est une succession de bases puriques et pyrimidines qui constituent notre échelle, notre hélice d'ADN que vous connaissez bien. Et on a aujourd'hui les outils moléculaires pour analyser cette hélice de l'ADN, et donc on peut trouver des anomalies génétiques tout à fait pointues, comme vous le voyez sur ce schéma, qui illustre très bien le genre d'anomalies que l'on peut détecter aujourd'hui au niveau de l'ADN et par des tests moléculaires très, très sophistiqués. Qu'est-ce que ces petites anomalies très frustes peuvent entraîner? Donc évidemment énormément de troubles dans la synthèse de notre protéine. Vous voyez ici le chromosome. En fait, le chromosome, c'est une forme de pelote de laine de notre ADN. C'est quand notre ADN se condense avant la division cellulaire. Mais la plupart du temps, quand la cellule est active, notre ADN est ouvert et il est sous forme d'hélice. Et ce n'est que sous forme d'hélice que la synthèse des protéines peut se constituer. Alors comment est-ce qu'on peut détecter aujourd'hui ces petites anomalies vraiment plus que microscopiques au niveau de l'ADN? On a des techniques, malheureusement de plus en plus chères, mais on peut analyser par exemple 40 000 gènes en une fois et étudier les gènes qui sont réprimés, des gènes qui sont surexprimés, des gènes qui sont tout à fait disparus. On peut aussi analyser des gènes qui se retrouvent l'un à côté de l'autre alors que normalement ils sont sur des chromosomes tout à fait différents. Je vous donnerai l'exemple illustre que le professeur Ferrand a déjà cité de la leucémie myéloïde chronique. On a bien compris qu'on se retrouve avec deux gènes, un qui est normalement sur le chromosome 22 et un qui est normalement sur le chromosome 9. Ces deux gènes qui normalement dans la vie d'une cellule normale ne sont jamais l'un à côté de l'autre donne naissance à un appel messager et puis une protéine, et c'est cette protéine qui est responsable de la prolifération des globules blancs. Et donc le traitement va suivre après cette découverte. Mais aujourd'hui, on est très gâtés parce qu'on sait évaluer chez chacun d'entre nous des empreintes génétiques. Vous savez, quand on fait des recherches de paternité aujourd'hui, on sait évaluer par des empreintes génétiques de manière très très précise si vous êtes le père ou la mère de la personne. Eh bien, on sait maintenant par ces empreintes génétiques comparer a posteriori des populations qui ont répondu à un traitement et des populations qui n'ont pas répondu à un traitement. Et donc, dans le futur, on pourra même dire, attention, cette patiente a un profil qui dit qu'elle ne va pas répondre au traitement, ne perdez pas votre temps avec ce traitement. Et on va encore plus loin aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'analyser par des techniques de dilution très 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 importantes une cellule par puits, et donc on sait analyser, on pourra détecter s'il y a une anomalie dans une cellule au niveau de l'ADN d'une cellule par des techniques qu'on appelle maintenant des PCR digitales. Donc on avance de plus en plus loin dans la cellule, mais vous pouvez imaginer que tout ça n'est pas gratuit. Un petit test comme ça coûte 900 €. Alors pour revenir au mécanisme de la cellule cancéreuse, donc vous avez compris maintenant que la cellule subit un dommage génétique, donc un accident génétique, c'est toujours un accident au niveau de notre patrimoine génétique qui va entraîner une accumulation ou une prolifération de cellules anormales, puisque ce sont des cellules qui ont un ADN qui est endommagé. Et la raison pour laquelle cette cellule va se mettre à évoluer vers une tumeur, elle est liée à deux mécanismes. Le mécanisme que vous connaissez tous, c'est la prolifération. Donc le gène qui est malade est un gène qui va
enclencher la prolifération de la cellule. Donc la cellule se met à se diviser alors qu'on n'a rien demandé. Et le fait que ces cellules se divisent anormalement vite, ça va entraîner la tumeur. Il y a un autre mécanisme aujourd'hui qui est en fait l'inhibition de l'apoptose. L'apoptose, c'est un mécanisme qui fait que nos cellules vieillissent et une fois qu'elles sont vieillies, elles meurent. C'est notre histoire à tous. C'est l'histoire de chaque cellule qu'on remplace. Eh bien, il y a un gène qui est responsable du vieillissement, qui est déréglé, et donc ces cellules ne vieillissent plus. Elles ont le secret de la jeunesse éternelle, et donc elles ne meurent plus. Donc il y a un autre mécanisme de tumeur qu'on voit beaucoup en hématologie. Ce sont des tumeurs plus indolentes, ce sont des cellules en fait qui ne prolifèrent pas, ce sont des cellules qui ne meurent plus et qui s'accumulent. Et puis il y a un troisième phénomène auquel on n'a pas accordé d'importance pendant des années, c'est le micro-environnement tumoral. On s'est beaucoup préoccupé de la prolifération, on a beaucoup joué avec les chimiothérapies, les radiothérapies, et on ne s'est pas beaucoup occupé du vieillissement des cellules et on ne s'est pas beaucoup occupé du micro-environnement. Et ce micro-environnement, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on comprend aujourd'hui et qui est vraiment critique dans le développement du cancer. Alors pourquoi ce micro-environnement est critique dans le développement du cancer? Pour deux raisons. Quand les cellules se divisent, vous avez une cellule, deux cellules, et à un moment donné, la cellule a besoin de se nourrir. Pour se nourrir, elle a besoin de ses protéines, de son oxygène, de son sucre, et elle doit être vascularisée. Donc la tumeur est capable d'envoyer des médiateurs qui vont aspirer les vaisseaux dans le micro-environnement de façon à ne pas mourir. Vous avez compris qu'une fois que les vaisseaux sont dans la tumeur, et d'ailleurs toutes les tumeurs se manifestent souvent dans les signes hémorragiques, vous avez un saignement au niveau du côlon, un saignement dans les urines, souvent on pense tumeur, parce que les tumeurs ont cette capacité d'attirer les vaisseaux pour survivre, et une fois que les vaisseaux sont dans la tumeur, la porte ouverte à la dissémination hématogène et aux métastases. Donc voilà un schéma qui vous illustre ce que je viens de dire, et que j'aime bien de présenter, parce qu'en fait c'est un Belge qui a fait cette découverte, c'est Peter Carmeli, qui a fait cette découverte de ce qu'on appelle l'angiogenèse tumorale. Vous avez ici une cellule anormale, elle se multiplie, 2, 4, 8, 16, 32. À un moment donné, si la cellule n'est pas nourrie, elle va mourir, elle va se mettre à se nécroser en son centre, et donc elle envoie des médiateurs chimiques dans les vaisseaux du micro-environnement, et ces médiateurs sont aspirés par la tumeur. Et une fois que la tumeur a ces vaisseaux, la porte est ouverte évidemment pour les métastases et la dissémination des cellules dans la circulation. Ça, c'est le premier rôle du micro-environnement. Je vais passer celle-là. L'autre rôle du micro-environnement, c'est que nous avons dans le sang, je vais revenir en détail après, nous avons dans le sang des sentinelles et des cellules qui sont là pour évacuer toute cellule anormale. Si vous avez une cellule infectée par un virus, si vous avez une cellule infectée touchée par un toxique, si vous avez une cellule qui est une anomalie du DNA, on a des lymphocytes T. Donc, et par exemple, la cellule tumorale, qui est ici, largue des antigènes tumoraux, ce qu'on appelle des antigènes tumoraux, donc ce sont des protéines de surface qui vont stimuler notre système immunitaire qui va reconnaître ces protéines comme quelque chose d'anormal, de malade. Et donc ces cellules sentinelles, qu'on appelle en anglais APC, antigène presenting cell, vont envoyer un signal à nos lymphocytes T, qui eux sont des lymphocytes T naïfs. Ces lymphocytes T naïfs vont tout d'un coup être programmés pour éliminer toutes les cellules qui expriment cet antigène anormal, et vous avez la cellule lymphocyte T qui va aller au corps à corps éliminer la tumeur et provoquer la mort. Ça, c'est un groupe de lymphocytes. L'autre groupe de lymphocytes que nous avons dans le sang, ce sont des lymphocytes non pas T parce que ça vient du thymus, mais des lymphocytes B. Les lymphocytes B, ce sont en fait les lymphocytes que vous gardez en mémoire lorsque vous êtes vacciné contre le tétanos ou contre la grippe. Si vous rencontrez le tétanos ou la grippe, qu'est-ce qui va se passer? Vos lymphocytes B vont se réveiller et ils vont larguer des anticorps qui vont neutraliser. Et donc dans la tumeur ou dans un mécanisme de défense normal, la tumeur va sensibiliser les lymphocytes B qui vont être programmés pour développer des anticorps, et quand les cellules suivantes arrivent, ces anticorps vont neutraliser la tumeur. Donc on a en nous tous les mécanismes pour éliminer des cellules anormales, que ce soit touchées par un toxique, un virus ou par une anomalie génétique qui la rend. Il y a un petit bout de la diapositive manquée. Le problème, c'est que la tumeur, elle est extrêmement intelligente,
Et donc, la tumeur, elle ne se contente pas de se laisser tuer par le lymphocyte B ou le lymphocyte T. Non seulement donc elle attire les vaisseaux, mais en plus elle est capable de complètement aveugler notre système immunitaire. Et ça, c'est une découverte qui a déjà été faite à la fin des années 90. On sait que la tumeur est capable d'aveugler nos lymphocytes, au point que nos lymphocytes, c'est comme le cheval de Troie, ne reconnaissent plus la tumeur comme une tumeur à détruire, ou carrément la tumeur tue nos lymphocytes. Mais le mécanisme, c'est qu'ils sont complètement neutralisés et incapables et dépassés par les événements. Donc, c'est une découverte qui a été faite déjà dans les années 90, mais elle n'est d'application dans le traitement du cancer que depuis peu de temps. Donc, pour reprendre tout ce que je vous ai dit, donc, dans la cancérisation, on a plusieurs étapes. On a un processus intrinsèque donc, qui est lié à la pathologie de la cellule elle-même, qui se met à proliférer alors qu'on lui a rien demandé, qui a perdu son programme de vieillissement et qui du coup a perdu son programme de mort naturelle et se met à survivre de manière tout à fait prolongée. Et donc ces mécanismes à la fois de mort, enfin d'absence de mort programmée et de perte de contrôle de la croissance peuvent être présents, les deux mécanismes peuvent être présents dans la cellule en fonction des anomalies génétiques. Et puis, vous avez tout ce qui se passe que je viens de vous montrer en dehors de la tumeur, qui va faire que la tumeur va pouvoir croître comme elle le souhaite. C'est qu'elle va développer la néangiogénèse, comme on appelle, la microcirculation qui va la nourrir. Elle va neutraliser les lymphocytes qui sont programmés pour nous protéger et elle va ainsi donner des métastases à distance qui vont finalement tuer le patient. Et donc si on prend par exemple ici, je les ai mis en noir, les cellules cancéreuses, par exemple dans une maladie qui s'appelle le myélome multiple, vous avez des cellules cancéreuses qui, pour survivre, ont besoin de se mettre dans une niche du micro-environnement médulaire, qui sont les os. Cette niche est nourrie par l'interleukine 6 et il y a une neutralisation de nos lymphocytes T, de nos cellules NK. NK, c'est pour Natural Killer. Et il y a un appel à la microcirculation de façon entretenue. Donc, toutes les cibles des traitements ciblés d'aujourd'hui visent tous ces mécanismes que je viens de vous parler. On a des médicaments qui empêchent l'adhésion, on a des médicaments qui empêchent la production de ces facteurs de croissance, on a des médicaments qui empêchent les vaisseaux, on a des médicaments qui stimulent nos lymphocytes, ou plutôt qui les réveillent, et qui stimulent nos cellules NK. Et donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, si je reprends le schéma, ce sera bien fixé après, cellules dommage génétique, prolifération tumorale, perte de la mort naturelle avec accumulation de cellules qui ne veulent pas vieillir, prolifération tumorale non contrôlée, micro-environnement qui nourrit et surtout perte de nos défenses immunitaires complètement neutralisées par la tumeur. Donc pendant des années, on s'est occupé des médicaments anti-prolifération, anti-apoptose, et ce qui fait le succès des traitements aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse enfin à ce système immunitaire qui est neutralisé par la tumeur. C'est quoi nos mécanismes naturels de défense? Eh bien, en fait, ces mécanismes naturels de défense appartiennent pratiquement tous aux globules blancs que nous avons dans le sang. Et donc, si on repart, vous reconnaissez ici l'os, avec sa corticole en blanc, sa médulaire en rouge. Donc, quand vous mangez un os à moelle, c'est la moelle que vous mangez là, mais elle est plus vivante, elle est graisseuse. Mais quand la moelle est vivante, donc cette zone médulaire est un tapis de petites niches dans lequel il y a les cellules hématopoïétiques, les cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire la cellule dans la moelle qui est capable de donner tous les éléments de notre sang. Elle est capable de donner les globules rouges, les plaquettes, les monocytes, les éosinophiles, les basophiles, les neutrophiles, tous ces noms que vous voyez quand vous faites une prise de sang, vous voyez toutes sortes de noms bizarres avec globules blancs, ce sont toutes ces cellules, les lymphocytes T, les lymphocytes B et les lymphocytes naturels NK, vous venez d'entendre parler. Donc toutes ces cellules sont en fait produites par notre cellule souche hématopoïétique et font partie de l'arsenal que nous avons pour éliminer les parasites, les virus, les cellules tumorales, tout ce qui est endommagé dans notre corps. J'en profite pour vous parler d'une petite cellule, qui est aussi une cellule dont on ne s'est jamais occupé auparavant, qui est en fait la petite cellule de soutien du micro-environnement.
qui est la cellule mésenchymateuse, et qui est une cellule qui est indispensable à la survie de nos cellules souches, parce que c'est elle qui tapisse les niches où il y a nos cellules souches, mais c'est aussi elle qui va tapisser les niches où il y a les cellules leucémiques. Mais cette cellule est une cellule qui est entre notre système hématopoïétique et l'os, et donc c'est une cellule qu'on peut mettre en culture et qui est capable de régénérer du cartilage, qui est capable de régénérer de l'os, qui est capable de régénérer des tissus adipeux. Donc c'est ce qu'on utilise pour la thérapie cellulaire aujourd'hui. Donc il y a des tas de programmes de thérapie cellulaire qui sont déjà en application pour faire du cartilage, pour faire de l'os, pour faire des adipocytes. Il y a des programmes qui essayent de faire des neurones et des muscles, mais le problème c'est que ce sont des neurones qui ne fonctionnent pas pour nous. Alors je reprends ici les cellules, juste pour que vous ayez une image microscopique de toutes ces cellules, toutes ces globules blancs qu'on a qui sont nos petits soldats dans le sang. Donc on a les polynucléaires neutrophiles qui aident à nous éliminer les bactéries, on a les lymphocytes B, vous vous rappelez peut-être, qui produisent les anticorps, on a les lymphocytes T, qui peuvent être des lymphocytes T naïfs ou des lymphocytes T programmés pour éliminer les cellules. On a des macrophages qui sont des cellules qui reconnaissent des cellules à éliminer puis elles les phagocytent, elles les éliminent. Des cellules natural killers qui sont des cellules qui envoient des médiateurs qui vont tuer les cellules qui dérangent, qui sont des cellules non spécifiques qui agissent immédiatement. Quand vous avez une infection virale, vous pouvez voir dans le sang, l'ANK augmente immédiatement. Et alors on a les cellules dendritiques qui sont des cellules qu'on connaît depuis quelques années, qui sont en fait les sentinelles de notre organisme pour détecter tout ce qui est anormal. Alors, je ne veux pas vous infantiliser, mais c'est souvent le plus facile, pour comprendre, c'est ce qui est le plus facile, c'est de faire un schéma militaire de nos défenses immunitaires. Et donc quand vous avez un intrus, qui est l'antigène tumoral pour nous, vous avez les cellules dendritiques qui sont, et les macrophages qui sont les premiers sur le terrain pour repérer l'intrus. Dès que ces cellules qui sont nos sentinelles ont repéré un intrus, ils envoient un message à 3 types de cellules. Les lymphocytes T, donc qui sont les lymphocytes qui peuvent être des lymphocytes T tueurs ou des lymphocytes qui sont programmés pour une réapparition ultérieure, ou des lymphocytes B qui vont produire des anticorps spécifiques, ou des cellules NK qui sont des cellules tueuses immédiatement tout à fait non spécifiques. Donc vous avez ici les sentinelles, vous avez les bons soldats qui vont repérer les soldats à éliminer, et vous avez aussi les magic bullets comme on l'appelle. Donc ce sont des lymphocytes qui envoient à ce moment-là des munitions qui vont détruire la tumeur. Donc ça c'est une façon tout à fait simple de vous expliquer le système immunitaire. Ici ça va se compliquer un peu. Vous avez la cellule souche et ses progéniteurs. Normalement, elle évolue vers une cellule normale et puis une cellule qui mûrit. Et cette cellule, que ce soit une cellule de peau, une cellule de muscle, une cellule du sang, l'évolution naturelle, une fois que cette cellule meurt, à un moment donné, donc son programme de mort se met en route. Vous voyez ici la condensation des noyaux, l'invagination du cytoplasme, et donc la cellule va mourir d'une mort tout à fait naturelle et va être remplacée par une autre cellule. Ça, c'est ce qui se passe dans tout notre tissu quand il n'y a pas d'accident génétique. Si vous avez un accident génétique, vous l'avez déjà compris, la cellule perd son programme de vieillissement. Vous avez une cellule qui devient immortelle, soit par prolifération, soit par accumulation, mais nous avons en nous des mécanismes cellulaires, nos défenses immunitaires, mais nous avons aussi des mécanismes moléculaires. On a au niveau de la cellule des gènes suppresseurs de tumeurs. Un gène très important, c'est le TP53. C'est un gène qu'on connaît aussi depuis très longtemps. D'ailleurs, on sait que les fumeurs, c'est une des raisons pour lesquelles les fumeurs développent des tumeurs, c'est parce que les fumeurs vont inhiber leurs gènes suppresseurs de tumeurs et vont se défendre moins bien contre les tumeurs. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que si tout va bien, si vous avez vos lymphocytes T qui envoient tous les messages, si vous avez vos gènes réparateurs de cellules, ce sont des gènes qui décident, ok, l'anomalie est réparable, je répare, et donc ils réparent le DNA, ou bien l'anomalie est trop grave, il faut tuer la cellule, et donc ils poussent la cellule à mourir, et vous avez la cellule qui meurt parce que notre système en a défait. Ce qu'on voit, et ça c'est un programme, je peux le dire, qui est soutenu par la fondation Yvonne Borel, c'est que quand on vieillit, eh bien, nos gènes suppresseurs de tumeurs diminuent
et nos sentinelles diminuant d'efficacité. Donc vous avez compris pourquoi la majorité des cancers arrivent après 60 ans. La moitié des patients qu'on voit en consultation sont des patients qui ont plus de 60 ans, et donc c'est vrai que c'est un problème auquel on s'intéresse parce qu'on va évidemment être confronté avec le vieillissement de la population, de plus en plus de cancers chez les patients âgés, et donc on doit apprendre à gérer les traitements chez ces patients plus âgés qui ont parfois d'autres problèmes de diabète ou d'hypertension qui vont compromettre l'efficacité du traitement. Et donc on arrive avec ce qu'on appelle les acteurs de notre système immunitaire qui peut être soit inné, ça veut dire que c'est le système qu'on a en nous qui agit immédiatement dès qu'il y a un intrus. Vous voyez qu'on a une masse de cellules qui sont là pour nous défendre, donc les eosinophiles c'est pour les parasites, vous avez les neutrophiles pour les bactéries, vous avez les macrophages, les cellules NK pour les virus, et puis vous avez les cellules sentinelles qui vont alors envoyer un message à des cellules qui elles vont garder en mémoire l'antigène contre lequel ils sont programmés, les lymphocytes T qui vont garder, qui vont devenir des lymphocytes T spécifiques de l'antigène, et les lymphocytes B qui vont produire des anticorps. C'est exactement le même schéma quand on vous vaccine pour la grippe, mais pour les tumeurs, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant que je vous ai bien expliqué pourquoi une cellule devient cancéreuse, toutes les cellules ont un accident génétique, tous les patients ont quelque chose qui fait que le système immunitaire a été dépassé par la tumeur qui a neutralisé notre système immunitaire. Et donc je vais vous donner un premier exemple qui est le traitement ciblé, qui est vraiment le plus bel exemple qu'on a en médecine, que si on comprend, si on fait l'effort de comprendre, et là je vais paraphraser Arsène qui est ici, si on comprend, on va pouvoir guérir, et pour comprendre, on a besoin de chercheurs, et pour les chercheurs, on a besoin d'argent. Voilà comment on traitait les leucémies myéloïdes chroniques quand j'ai commencé ma formation en hématologie. Donc on cherchait un donneur de moelle. Si vous n'avez pas un donneur de moelle, vous étiez en phase aiguë dans les 3 ans et vous étiez décédé. Et donc je sais qu'il y a dans la salle des patients qui ont cette maladie, mais qui ont eu plus de chance parce que depuis les années 2000, on a un médicament révolutionnaire qui s'appelle l'imatinib en générique, le Glivec en spécialité, qui est une pilule que vous prenez par jour et qui maintient, qui contrôle la maladie. On a maintenant, depuis 2016, on a maintenant 16 ans de recul, et il y a toujours plus de 85% des patients qui sont vivants. Et je vais vous expliquer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a compris que le gène que je vous ai montré tout à l'heure, un gène de fusion anormal qui donne naissance à une protéine, qui est le 2 gène BCR-ABL, donne naissance à une protéine qui est responsable de la prolifération des globules blancs et donc de la leucémie. Et qu'est-ce que cette protéine, pour être active, elle a besoin d'être phosphorylée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va chercher un petit phosphore dans la centrale de phosphore de la cellule. Et un chercheur ingénieux a imaginé d'empêcher la phosphorylation et de mettre un petit médicament qui bloque notre centrale de phosphore, qui s'appelle l'imatinib, et ça a fonctionné. Une fois qu'on bloque cette centrale de phosphore, la protéine, elle est toujours là, donc vous n'avez pas guéri la maladie, la protéine est toujours là, mais cette protéine devient totalement inefficace sur la prolifération des globules blancs. Et donc, une fois qu'on a mis le doigt sur ce mécanisme, la recherche a progressé à une vitesse phénoménale, puisqu'on avait un médicament en 2000, on en a déjà 5 aujourd'hui. Donc, à côté du Glivec, on a le Tasigna, le Sprycel, le Dozulib. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? C'est parce que certains patients ont des mutations différentes, et donc ils sont rares, mais c'est triste quand on a une leucémie myéloïde chronique d'avoir juste celles qui ne répondent pas au traitement. Donc, il y a 10-15% qui ne répondent pas à ce traitement par Glivec. Et donc, on a des médicaments qui n'agissent pas au niveau de la centrale de phosphore, mais qui agissent au niveau de l'enzyme directement. Et on a des médicaments qui sont très très pointus sur certaines mutations. Et donc, on a contrôlé la leucémie myéloïde chronique depuis 16 ans. Alors, est-ce que ces médicaments ciblés sont bien tolérés? Et donc, la réponse est oui. C'est un médicament que les gens prennent depuis 16 ans avec très très peu d'effets secondaires. Certains se sentent un peu plus vite fatigués. Certains ont des œdèmes, et en particulier des œdèmes palpébraux qui disparaissent au cours du temps.
certains ont des troubles digestifs et il existe une leucopénie, c'est une chute des globules blancs en début de traitement qui s'explique facilement parce qu'en fait en début de traitement il faut tuer les mauvais globules blancs et donc il faut en moyenne 15 jours à un mois pour que les bons globules blancs reprennent la place et c'est pour ça que les patients passent par une phase de chute des globules blancs. Alors il y a de manière tout à fait exceptionnelle, mais c'est aussi très embêtant, des patients qui font des réactions allergiques à ce médicament avec des pneumonies. On réintroduit le traitement et refont des problèmes pulmonaires et donc on est obligé de passer à la catégorie suivante des médicaments. Alors, bien sûr c'est révolutionnaire puisque quand votre patient arrive, il a quelque part dans sa moelle une cellule normale qui reste mais qui est complètement étouffée par les cellules qui ont le chromosome de Philadelphie, donc l'anomalie génétique particulière. Et quand vous commencez le traitement avec le Glivec, qui est cet inhibiteur de la protéine qui produit la prolifération, les cellules ne sont pas capables de proliférer et donc finalement les cellules meurent petit à petit et la bonne cellule reprend la place au niveau du médulogramme et on descend de plus en plus bas jusqu'à descendre à moins d'une cellule détectable sur 1 million avec ces traitements. Alors lorsqu'on descend si bas au niveau de la maladie résiduelle, ça c'est pour vous montrer la survie, donc je vous disais qu'il y a 30 ans, les patients étaient tous morts dans les 3 ans. Si vous voyez ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voyez ici à 3 ans on est encore à 95% et aujourd'hui même à 16 ans on est encore à 85% et plus de survie. Donc on a bien changé le pronostic de cette maladie. La question c'est quand on descend très très bas, une cellule sur 100, une cellule sur 1000, une cellule sur 1 million, est-ce qu'on peut arrêter ce médicament ? Au début, les médecins étaient convaincus qu'on ne pouvait pas arrêter ce médicament, parce que ce médicament ne guérit pas la maladie, ne remet pas le gène à sa place, tout ce qu'il fait, c'est empêcher cette protéine normale de fonctionner. Et donc, malheureusement, c'est un médicament qui coûte 5 000 € par mois. Et on a la chance en Belgique d'avoir un système social extraordinaire, enfin une médecine extraordinairement sociale, mais vous savez qu'il y a des pays où ce n'est pas le cas. Des pays comme les États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas d'assurance, qui doivent tout payer. Des pays comme les pays de l'Est, où les gens aussi ont des mauvais systèmes de soins de santé. Et donc on a appris par ces pays, soit les patients prenaient 1 jour sur 2, ça leur coûte moins cher, soit les patients aux États-Unis, ils avaient vendu leur maison, leur bijou, ils arrêtaient leurs médicaments parce qu'ils ne pouvaient plus payer, qu'ils n'avaient pas d'assurance de soins de santé. Et on a vu que des patients qui arrêtaient leur traitement, eh bien, il y en avait 1 sur 2 chez qui la maladie ne revenait pas. Donc ça a été une surprise pour nous extraordinaire. Pourquoi ces patients, il y en a 1 sur 2 qui a l'air d'être guéri avec une pilule qui ne guérit pas la maladie. Et donc, l'autre bonne nouvelle, c'est que si ce patient qui rechute, donc il arrête le médicament parce qu'il ne peut plus le payer, la maladie revient, il reprend le médicament, il y a 98% des patients qui répondent de nouveau au traitement. Donc c'est une information extraordinairement importante. Du coup, les Américains, les Européens, tous ceux qui ont des assurances santé se sont dit, mais ça c'est vraiment important, à savoir si on peut vraiment arrêter. Ils ont regardé, et donc les patients qui sont depuis 6 ans sous traitement, chez qui on détecte moins d'une cellule sur 1 million par des tests qu'on a à notre disposition, eh bien, ils n'ont plus que 30% de chance, on a encore 30% de risque de rechuter, mais de toute façon, s'ils rechutent, on sait que le traitement va encore être efficace. Donc on est aujourd'hui dans des programmes surveillés, évidemment, on surveille de très près ces patients, on arrête le médicament, on surveille, on regarde, et si le patient, si on voit réapparaître la maladie, on redonne le traitement. Et donc, alors pourquoi? Vous vous demandez peut-être pourquoi, quand on descend à 1 cellule sur 1 million, la maladie ne repart pas. Eh bien, probablement que notre système immunitaire est capable de contrôler une cellule tumorale qu'elle est en dessous de 1 sur 1 million, mais n'est pas capable de contrôler quand elle est au-dessus de 1 sur 100. Il y a un seuil en dessous duquel, c'est ce qu'on pense, ou alors le patient petit à petit développe une immunité spécifique contre sa tumeur grâce à ce médicament. Et on cherche encore exactement. Donc voilà l'exemple de thérapie ciblée qui a été le premier exemple où on a montré que si on comprend ce qui se passe dans la cellule, si le chercheur cible un traitement qui empêche cette anomalie, eh bien on va pouvoir maintenir en tout cas le patient et peut-être même le guérir si on arrive à faire descendre ces cellules. Alors nous dans notre laboratoire, on travaille beaucoup sur la leucémie lymphoïde chronique et c'est un programme qui est soutenu par la FNRS et le TELEVI. Et donc c'est
il y a énormément de mécanismes déréglés dans la cellule de la leucémie lymphoïde chronique qui expliquent que la cellule est malade. Et donc tous ces traitements ciblés peuvent être ciblés contre des anomalies génétiques, contre des anomalies enzymatiques, contre des anomalies de membrane, mais on peut aujourd'hui travailler sur le micro-environnement, comme je vous l'ai dit, dans cette maladie-là. Et donc c'est un autre exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du lénalidomide. Alors le lénalidomide, pour ceux qui ont un certain âge, se rappelleront de thalidomide, qui est le scandale du Softenon dans les années 50, un médicament qui a été retiré du marché puisqu'il empêchait les bras de croître normalement, parce qu'en fait ce médicament inhibait l'angiogénèse qu'on a besoin pour faire croître. Et donc une chercheuse aux États-Unis, quand elle avait vu que son mari avait une tumeur avec énormément d'angiogénèse, elle a demandé mais pourquoi est-ce que vous ne laissez pas un inhibiteur d'angiogénèse comme le Softenon chez mon mari puisqu'il a trop de vaisseaux. Et effectivement, le médecin a accepté et le patient a commencé à répondre, il n'a pas été guéri, mais on a vu quelque chose qui se passait avec ce médicament. Thalidomide est un médicament qui est utilisé comme somnifère, comme calmant, dans beaucoup d'effets secondaires avec de la somnolence. Très vite, les chercheurs ont développé un analogue qui s'appelle le lénalidomide, peut-être certains d'entre vous connaissent, Revlimid, qui est un médicament surtout utilisé dans le myélome aujourd'hui, mais aussi dans certains lymphomes. Et ce médicament, si vous le mettez sur une cellule de myélome, sur une cellule de lymphome, eh bien, il ne fait rien. Et la cellule continue à vivre. Donc, il n'a aucune action sur la cellule tumorale. Mais qu'est-ce qui fait ce médicament? Il empêche la cellule de se mettre dans sa niche au niveau du micro-environnement. Il l'empêche d'adhérer, et donc cette cellule ne stimule plus le micro-environnement à produire des facteurs de croissance qui vont le nourrir. Ces facteurs de croissance, surtout l'interleukine 6, est bloqué par le lénalidomide. La microcirculation est bloquée par le lénalidomide, comme le faisait son cousin le Softenon, mais en plus, le lénalidomide est un immunomodulateur. Il va réveiller les lymphocytes en produisant des molécules comme interféron, qui est la molécule que vous faites quand vous avez la grippe. Il va stimuler la production d'interféron, d'IL2, donc il va renforcer notre immunité et il va stimuler nos cellules NK. Donc ça, c'était le premier exemple en hématologie où on s'est rendu compte qu'on peut aider une tumeur sans toucher à la tumeur, simplement en lui coupant les vivres. Alors qu'est-ce qu'il fait pour le patient? C'est de nouveau un médicament oral qui se donne 21 jours péros et puis une semaine de repos et on reprend ce médicament. On doit le maintenir puisqu'on ne peut pas l'arrêter. C'est un médicament qu'on prend en continu et comme effet secondaire, il faut évidemment faire attention chez les femmes en âge d'avoir des enfants puisqu'il est tératogène, comme était le thalidomide. Il a une toxicité hématologique, c'est la raison pour laquelle on donne 3 semaines, on arrête, 3 semaines, on arrête. On ne peut pas le mettre en continu, sinon il est trop toxique sur les globules blancs et les globules rouges. Il peut entraîner de la fatigue, il peut entraîner des problèmes de peau. Et là où le problème est plus important chez nous, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il entraîne des thrombophlébites, des embolies pulmonaires. Donc on doit être très attentif. Quand on manipule ce médicament, on doit connaître ses effets secondaires. Donc il est bien toléré, mais attention, c'est un médicament qui peut donner des embolies et des phlébites. Donc le médecin doit bien surveiller son patient. Et on a d'ailleurs aujourd'hui une tendance à donner d'office des traitements prophylactiques, préventifs des phlébites. Donc je pourrais vous donner des centaines, vous l'avez vu, d'exemples de traitements ciblés. J'ai bien dû en choisir quelques-uns pour la présentation d'aujourd'hui. J'en ai choisi un également pour la leucémie aiguë, parce qu'il y a un article qui est bien sorti montrant justement que la leucémie aiguë myéloblastique, qui est aussi une maladie foudroyante, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est plus la leucémie lymphoblastique qu'on guérit, mais la leucémie myéloblastique reste une maladie redoutable. Et donc, il y a un article qui vient de sortir dans le New England Journal of Medicine, qui est la Bible pour les internistes, qui montre en fait qu'une leucémie aiguë, aujourd'hui, on a un traitement. On a 2 médicaments, et une fois que le patient a répondu, on enchaîne avec une greffe de moelle. Ça, c'est le traitement de la leucémie aiguë. Et donc, cet article, il montre que ce qu'on savait déjà, c'est qu'en fait, ça n'est pas une maladie, parce qu'on peut avoir la même maladie par différentes anomalies au niveau des chromosomes. C'est volontairement flou, parce que le but n'est pas de vous montrer les différentes anomalies karyotypiques, mais même si on savait déjà qu'il y avait plusieurs leucémies aiguës
liées à différentes anomalies de chromosomes, et dont certains d'ailleurs sont de très très bonnes leucémies de bon pronostic, comme la 15-17, eh bien, maintenant qu'on va plus loin dans l'analyse du DNA, vous voyez qu'une leucémie, qui a par exemple une anomalie ici du 11 Q23, eh bien, elle peut encore avoir au niveau génétique certaines anomalies, et notamment une anomalie du FLT3, qui est un gène, quand il est muté, qui est redoutable, parce que ces patients répondent très très mal au traitement, et n'arrivent même pas parfois à la greffe. Donc, la leucémie aiguë myéloblastique, alors qu'on n'a qu'un seul traitement à notre disposition aujourd'hui, correspond en fait à des centaines de maladies différentes. Mais ce FLT3, il a fait l'objet de recherches et il y a un médicament aujourd'hui chez Novartis qui s'appelle la midostaurin, qui est un médicament qui cible spécifiquement la protéine qui est induite par la mutation du FLC3. Et donc ce qu'on a montré, c'est que lorsqu'on fait une greffe de moelle, aujourd'hui dans la leucémie aiguë, on guérit à peu près 60% des patients. Dans la leucémie avec l'anomalie du FLT3, on était, vous voyez ici, à peu près à 35%. Et bien grâce à ce traitement, on a gagné plus de 15% de survie chez les patients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. On pousse très loin les analyses génétiques et on fait bénéficier aux patients des nouvelles découvertes génétiques. Et donc tous ces médicaments, vous imaginez les centaines de médicaments qui arrivent aujourd'hui dans le pipeline selon que les chercheurs travaillent sur un gène ou sur un autre gène. Et puis l'immunothérapie, et peut-être que si vous lisez la presse scientifique, vous avez entendu parler anti-PD-1, anti-PD-L1, c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, et donc c'est l'immunothérapie qui a permis à Jimmy Carter d'entrer en rémission malgré ses métastases cérébrales, malgré ses métastases hépatiques, et d'être toujours là avec ce traitement qui révolutionne. Alors avant de parler en détail du traitement que lui a reçu, qui est de l'immunothérapie appliquée, donc je dois juste vous parler de sémantique. En immunothérapie, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'immunothérapie passive, vous pouvez faire ce que l'immunothérapie active. L'immunothérapie active, ça vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'est que vous allez être actif sur votre patient, donc vous allez le vacciner avec des cellules antitumorales, vous allez lui injecter des molécules comme l'interféron ou l'interleukine qui vont booster ses lymphocytes T, ou vous pouvez être actif justement en réveillant les lymphocytes T qui ont été neutralisés par la tumeur, et donc ce sont ce qu'on appelle des modulateurs de checkpoint inhibiteurs. Donc la tumeur inhibe ce qu'on appelle des checkpoints, on appelle ça d'ailleurs des points de contrôle, des checkpoints par analogie aux checkpoints qui existaient pendant la guerre, pour ceux qui ont connu en Allemagne. Ça, c'est pour ce qui est du système actif. Donc on a différentes approches où on essaye de stimuler ou de réveiller les lymphocytes du patient. On peut avoir une approche passive, donc ça c'est comme si jamais vous êtes mis en contact avec le tétanos et que vous n'êtes pas vacciné, ce qu'on vous donne, c'est qu'on vous donne des gamma-globulines de cheval qui lui a été immunisé contre le tétanos. Sinon vous allez faire la maladie puisque vous n'êtes pas vacciné, et puis on vous vaccine et 15 jours après le vaccin va commencer à agir. Donc on va vous donner des anticorps de cheval pour passer le cap des 15 jours, le temps de la vaccination. Ça c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie passive, on vous donne des anticorps qui sont programmés. Et donc, on a des anticorps monoclonales, on a injecté des cellules tumorales à des souris, à des lapins, à des rats, tout ce qu'on veut, et on a fait des anticorps spécifiques de la tumeur. Et on a l'immunothérapie adoptive, on a pris vos cellules, ou parfois même des cellules de quelqu'un d'autre, on les a activées, et donc quand on fait une greffe de moelle, par exemple aujourd'hui, on fait de l'immunothérapie adoptive. On prend les cellules du frère ou de la sœur, qui sont pleines de lymphocytes actifs, on les transfuse aux patients, et c'est comme ça qu'on guérit aujourd'hui par la greffe de moelle, c'est pas par la chimiothérapie, c'est parce qu'on transfuse des lymphocytes du frère ou de la sœur compatibles. Je ne peux évidemment pas vous parler de toutes ces approches, donc je vais vous donner des exemples qui de nouveau ont révolutionné notre pratique. Le premier, c'est les anticorps monoclonaux, et notamment un anticorps qui est dirigé contre le CD20. Donc, le CD20, c'est un antigène qui est exprimé à la surface de certains lymphomes et aussi à la surface de nos lymphocytes B normaux. Donc, quand vous ciblez avec un anticorps, on a immunisé des souris contre cet antigène CD20. Donc, vous tuez toutes les cellules de lymphome qui expriment le CD20, mais vous tuez aussi vos cellules normales. Ce qui, heureusement, n'est pas présent, enfin, n'est pas porteur de cet antigène, ce sont nos cellules mères.
Donc même si vous détruisez avec le traitement anti-CD20 les lymphocytes du lymphome et vos lymphocytes B normaux, vous n'allez pas détruire les cellules mères, et donc une fois que le lymphome est parti, vos cellules mères vont se réveiller, vont aller les cellules filles, et vous allez reconstituer vos lymphocytes B normaux, et on espère que les lymphocytes malins, les cellules du lymphome ont disparu. Mais elle n'est pas exprimée, par exemple, sur le plasmacelle, qui est une cellule du myélome. Donc c'est un traitement qui est efficace dans le lymphome, mais pas du tout dans le myélome, parce que le myélome n'exprime pas ce CD20. Et donc ce médicament qui s'appelle aujourd'hui le MabThera, ou le rituximab, pour ceux qui le connaissent, ont de nouveau permis de guérir 20% de plus de patients qui présentent un lymphome. Ça, ce sont des courbes de survie de patients âgés qui étaient traités avant par chimiothérapie. Depuis 10 ans, on associe la chimiothérapie et l'immunothérapie et on guérit presque 20% de patients en plus grâce à cet anticorps, qui est un anticorps qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires sauf les réactions allergiques. Cet anticorps a été fait chez la souris, il a été humanisé, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé une grande partie de cette protéine de souris, mais il reste toujours une petite partie. Donc certains patients développent des allergies contre la souris, ça peut toujours arriver. Alors cet anticorps, vous l'avez compris, donc il se met sur la cellule, comme n'importe quel anticorps que vous recevez pour un traitement, et il va soit forcer la cellule à mourir, soit attirer la cellule dans notre système réticulo-endothélial, comme il s'appelle, qui est notre système des ganglions, du système lymphatique, où ces cellules porteuses d'anticorps vont être reconnues comme cellules éliminées et donc vont être éliminées par notre système lymphatique. Mais parfois, les anticorps n'arrivent pas au centre, et donc on a imaginé coupler cet anticorps avec une petite bille radioactive. Donc ça, ce sont déjà les progrès de l'immunothérapie passive, c'est que l'anticorps est couplé à sa bille radioactive, et donc vous comprenez bien l'intérêt, c'est que cette bille radioactive, elle ne va pas irradier seulement la cellule qu'elle accroche comme l'anticorps, elle va irradier sur 1 millimètre, et donc elle va tuer plusieurs couches de cellules, un traitement qui peut être plus efficace. Alors ce traitement est utile pour le traitement, mais nous avons aussi, grâce à la Fondation contre le cancer, eu un programme d'imagerie grâce à cet anticorps couplé à un isotope. Donc vous savez tous que le PET scan est un examen extraordinairement performant, mais il est basé sur le sucre, et le sucre est couplé à un isotope, et puis vous avez une image, ça c'est le FDG PET scan, donc c'est le glucose dans une tomoscintigraphie, vous injectez du sucre avec un isotope, et donc partout vous avez une activité métabolique, et ce sont surtout les cellules humorales, mais aussi les abcès. Dès que vous avez une activité métabolique, vous avez un accrochage du sucre par la cellule qui en a besoin et qui vous donne une image extrêmement performante. Ce qu'on a développé dans les lymphomes qui expriment le CD20, c'est qu'au lieu de mettre du sucre, eh bien on a mis l'anticorps anti-CD20, puisque l'anticorps anti-CD20 est un reflet de la masse tumorale, et donc on a fait ce qu'on appelle des immunopètes. Donc ils sont des techniques qui permettent de détecter, vous voyez chez le même patient, eh bien on détecte avec l'immunopète des zones où il y a un accrochage du CD20 alors que le sucre n'accrochait pas. Donc c'est encore plus performant. Vous voyez, on n'arrête pas de progresser dans les techniques diagnostiques et dans les techniques thérapeutiques. Vous avez compris l'immunothérapie par anticorps, vous avez vu les immunothérapies par des anticorps couplés à des billes radioactives. Donc c'est pas fini, on a maintenant des anticorps couplés à de la chimiothérapie. Et donc on a un tout nouvel anticorps qui vient d'arriver pour certains lymphomes et pour certaines maladies de Hodgkin, qui est un poison du fuseau. Donc quand la cellule se divise, vous savez que la cellule pour se diviser se met sous forme de chromosome et puis elle se coupe en deux, eh bien ça c'est un poison du fuseau. Donc les cellules qui se divisent vite, ce qui est la propriété des cellules tumorales, vont être cassées par cet anticorps qui est couplé à une petite bille radioactive. Et donc vous voyez ici l'anticorps qui accroche et puis qui va larguer sa chimiothérapie, non pas dans tout l'organisme, mais il va larguer sa chimiothérapie uniquement dans la cellule que vous voulez détruire avec la mort de la cellule. Alors, la maladie de Hodgkin, c'est un des fleurons des cancérologues, mais si vous avez une maladie de Hodgkin qui n'a pas répondu au traitement classique, vous êtes parti pour la galère. Et donc, vous avez aussi un patient de 37 ans qui avait eu 5 chimiothérapies, 2 radiothérapies, une greffe de moelle, le fameux rituximab, qui n'était toujours pas en maladie contrôlée. On lui a donné ce nouvel anticorps couplé avec le poison du fuseau, et après 2 mois, il était complètement nettoyé. Donc ça, ce sont des médicaments qui vont monter très très vite en première ligne, puisqu'en 7e ligne, ils sont capables de mettre un patient en rémission complète.
Et voilà le traitement qu'a eu Jimmy Carter. C'est non pas de l'immunothérapie à base d'anticorps, mais c'est de l'immunothérapie cellulaire. Donc on a essayé de réveiller les lymphocytes qui étaient neutralisés par son médicament. Donc pendant longtemps, on a eu des programmes de vaccination. Et en Belgique, on a plusieurs programmes de vaccination antitumorale qui se sont révélés performants, mais qui sont chaque fois patient-related, donc très cher, parce que chaque patient ait son propre outil. On peut avoir effectivement des traitements avec des cellules que vous avez immunisées chez un donneur. Ça, c'est le principe de la greffe de moelle. Il y a des programmes de vaccination qui sont en cours aussi en Belgique. Et donc ce traitement est en train de révolutionner des tumeurs aussi méchantes que le mélanome, aussi méchant que le cancer du poumon, mais qui ont aussi leurs applications en hématologie. Donc ce sont ces fameux médicaments qui sont des inhibiteurs de checkpoint. Je vais essayer de faire comprendre ce que ça veut dire. Donc vous reconnaissez ici mon lymphocyte T et vous reconnaissez ici la cellule présentatrice antigène, donc la cellule dendritique qui présente au lymphocyte T l'antigène contre lequel il doit se défendre. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un emballement du système, il y a de plus en plus de lymphocytes T qui sont produits et qui vont s'emballer pour éliminer le virus, la cellule tumorale. À un moment donné, il faut que ce système s'arrête, sinon le système s'emballe, on va avoir les lymphocytes activés et on va souffrir de cette réaction inflammatoire. Et donc on a un système naturel qui fait que quand on a assez de lymphocytes pour lutter contre l'intrus, le macrophage ou la cellule présentatrice d'antigène envoie un signal au lymphocyte T en disant « stop, ça suffit, système contrôlé, ça peut s'arrêter ». Eh bien le problème c'est que la tumeur, elle a compris son mécanisme et donc la tumeur, elle a le même mécanisme que notre mécanisme naturel et donc dès que le lymphocyte T arrive, eh bien elle est capable de lui envoyer un message « ne t'agite pas, le système est sous contrôle » et donc elle neutralise complètement le lymphocyte T. Et donc ça c'est le traitement que Jimmy Carter a reçu, qui était vraiment tout à fait expérimental au moment où il l'a reçu. C'est un petit médicament qui bloque la cellule tumorale et qui l'empêche d'envoyer ce message aux cellules. Et donc on a maintenant, donc si vous retrouvez ici les cellules dendritiques qui présentent les cellules au lymphocyte T, donc il y a un mécanisme naturel pour que ça ne s'emballe pas, qui fait que le lymphocyte s'arrête et la tumeur mime ce mécanisme, donc on a des anticorps qui agissent là, et on a aussi, une fois que les lymphocytes T vont reconnaître la cellule et s'accrochent à la cellule tumorale pour l'éliminer, vous avez la cellule tumorale qui lui envoie un message via PD-1, PD-L1 en disant stop, il ne faut pas s'activer, et donc le lymphocyte ne s'active pas, il n'y a pas de réaction inflammatoire contre la tumeur. Et donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien on bloque ce petit axe entre PD-1 et PD-L1, parce que les tumeurs expriment le PD-L1, les lymphocytes T ont des récepteurs PD-1 qui sont des récepteurs qui les neutralisent, et donc on a deux types d'anticorps qui arrivent aujourd'hui et qui sont extrêmement efficaces. Alors on a compris, j'espère vous aussi, que les lymphocytes T ont un rôle extrêmement important, et donc ça part dans tous les sens. On a des médicaments qui sont des checkpoint inhibiteurs. On a des médicaments qui accrochent un lymphocyte T, qui l'amènent à côté de la cellule leucémique, c'est des anticorps bispécifiques. On a des lymphocytes T qu'on sort du patient à qui on ajoute un récepteur qui va reconnaître la cellule tumorale et un récepteur d'activation de façon à ce qu'il ne se laisse pas neutraliser par la tumeur. Et donc toutes ces techniques sont en route, sont en application, arrivent en clinique, en expérimentation, avec des résultats qui sont extraordinaires. Donc il faut juste faire attention parce que vous avez peut-être entendu le scandale en Angleterre, on a testé un anticorps anti-CD28 et donc ils ont eu 4 personnes en coma. Donc il faut toujours faire attention quand on joue avec le système immunitaire, on doit bien contrôler la situation et donc c'est extrêmement important que ces études restent dans le cadre contrôlé avec les garde-fous éthiques et on a des exemples du passé où des découvertes peuvent dépasser les capacités de contrôle de l'homme. Et donc c'est extrêmement important de rester vigilant et de garder cette recherche dans les mains. Le problème pour nous, c'est que vous voyez que ces médicaments sortent tous les jours. Ils sont très rapidement enregistrés, brevetés et commercialisés aux États-Unis. Le prix est fixé aux États-Unis. Et puis ils arrivent chez nous extrêmement chers. Et puis parfois, les pays européens mettent 2-3 ans avant d'accepter le remboursement. Et donc on se retrouve aujourd'hui face à une médecine à deux vitesses que je n'ai jamais connues. C'est tout récent. Et ça, c'est vraiment dommage, et ça ne va faire que s'aggraver.
Voilà, j'espère que vous avez compris, si vous ne le saviez pas déjà, que pour guérir, on doit comprendre. Pour comprendre, il faut chercher. Et pour chercher, il faut des chercheurs. Alors j'en profite pour faire la publicité pour un concert qui est organisé au profit de la recherche en hématologie. Et c'est pas moi qui l'organise, il est organisé par 5 de mes patients qui sont des mélomanes, qui se sont retrouvés, je ne sais pas comment, mais se sont mis ensemble pour rassembler autour de Martha Argerich, qui a été le phénomène de la pianiste top mondiale pendant de nombreuses années, qui fête ses 75 ans. Elle a accepté de fêter ses 75 ans pour notre service aux Beaux-Arts. Et elle a dit, je veux avec moi Michka Maïski, Paulina Lushensko, Lorenzo Gatto, Pierre Bustin, aussi le flûtiste. Donc il y a une manchette de musiciens hors pair. Et donc, si ça vous tente, vous ferez d'une pierre de coups un magnifique concert dans l'émotion, parce qu'en plus, ça sera une soirée où elle va être reconnue pour ce qu'elle a fait en Belgique, parce que Martha Argerich est d'origine argentine, mais elle a une maison où elle met ses pianos à disposition de jeunes pianistes en Belgique aussi. Et en même temps, on ferait une opération caritative. Voilà. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je vous ai dit, c'est grâce à l'Institut Bordet qui m'a fait confiance, c'est grâce à mes chercheurs, c'est grâce à mes équipes cliniques, c'est grâce à tous mes sponsors, et grâce à vous qui êtes là pour m'écouter. Merci beaucoup. Voilà, avant de conclure, moi je voudrais juste vous dire un petit mot. D'abord, je tiens à remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique, le professeur Ferrand, de ses mots très délicats de présentation et d'avoir associé le fonds Yvonne Boel à cette manifestation. Une mention toute particulière à Majo Simoun, administratrice déléguée du Collège Belgique, avec lequel je partage depuis 20 ans cette mobilisation pour le télévis. Alors je ne manquerai pas évidemment de citer le professeur Arsène Gourny, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, qui était quand même un des pères fondateurs du télévis, le communicateur, et qui continue maintenant, vous le verrez encore sur les antennes certainement d'RTL, TVI et de Bel RTL à partir du mois de février-mars pour la campagne du télévis 2017. Collecte de fonds, donc, si je dois vous le rappeler, en faveur du cancer et de la leucémie en particulier. Dominique, on vient d'assister à un exposé remarquable de clairvoyance et quelque part très compréhensible pour chacun et en même temps, je crois, très, très fidèle pour tes collègues et les personnes qui assistent ici. Tu arrives à nous présenter les dernières avancées accomplies dans le traitement du cancer que tu peux proposer effectivement après à tes patients. Et nous sommes très fiers de collaborer depuis une dizaine d'années aux recherches que tu mènes sur le vieillissement et le cancer. Et bien sûr, j'associe les équipes du service d'hématologie clinique et du laboratoire d'hématologie expérimentale de l'Institut Jules Bordet. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonds Yvonne Boel, il a donc été créé en 1931 par René Boel, mon grand-père, en souvenir de ma grand-mère, donc sa femme Yvonne, qui était décédée à l'âge de 34 ans d'un cancer. Et notre fonds a toujours eu pour mission l'aide à la recherche, et plus particulièrement dans le domaine de la cancérologie. Grâce à une structure simple et directe, il peut réagir vite et simplement lorsqu'on lui présente des projets novateurs, et il a une particularité, l'aide financière accordée à de jeunes chercheurs dans le but d'encourager leur participation à des conférences internationales, de favoriser l'organisation de stages et de voyages scientifiques à l'étranger. Je voudrais amener à ce que je dis maintenant une note un peu personnelle. Et en fait, je voudrais partager mon émotion de ce soir. Je partage une histoire commune avec le professeur Bron et avec le professeur Ferrand, tous les deux à un moment chefs d'hématologie, l'une à Bordet et l'autre à Saint-Luc. Et les mauvais sorts de la vie m'ont mis sur leur route. L'un, le professeur Ferrand, s'occupant de mon fils Jérôme,
et le professeur Bron s'occupant de mon père Paul, dans des moments différents. Et je pense que c'est vraiment grâce à eux que j'ai réussi à vivre et à dépasser les moments difficiles que je n'oublierai jamais et qui ont changé ma vie. Je pense, comme les patients du docteur Bron qui sont présents ce soir nombreux, j'ai partagé le choc du diagnostic, les espoirs du traitement, les hauts et les bas, avec en finale la guérison, mais parfois l'échec. Et je voudrais témoigner à titre personnel et mettre en évidence la chance d'avoir rencontré ces médecins qui sont des spécialistes reconnus, chercheurs qui peuvent nous faire bénéficier des techniques les plus innovantes et les plus performantes, mais surtout qui ont ce supplément d'âme, cette humanité qui aide leurs malades sans oublier les familles à traverser les épreuves, quelle qu'en soit l'issue. Qu'ils en soient remerciés en association avec tous leurs confrères pour ce travail exceptionnel. Voilà, je voudrais juste terminer en disant un merci sincère à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette conférence et à vous qui êtes là si nombreux ce soir. J'espère aussi que nous nous retrouverons aussi nombreux au Palais des Beaux-Arts pour le concert dont Dominique vous a parlé. Et avant de passer au premier étage pour un drink bien mérité, je vais passer la parole à Majo Simoun pour une session de questions-réponses. Merci beaucoup.